Chers amis, bonjour. Vous êtes sur Metifta Université, donc on continue ce long chapitre de ce plus petit musée du monde qui concerne donc l'histoire de l'écriture. Là, aujourd'hui, je vais vous raconter, vous savez, ce sont des pistes qui vous permettent d'aller plus loin parce que vous pouvez imaginer que sur un chapitre, on peut pratiquement y passer, mais oui, presque une vie. Ben oui, il y a des gens qui se spécialisent en vieux perse, comme ça va être le cas aujourd'hui, d'autres en vieux grec, en grec antique, d'autres en latin, et ils passent leur vie avec ça. Et ils la passent bien, puisqu'ils nous laissent des écrits importants sur lesquels on peut travailler, on peut comprendre les choses, on peut faire les ponts du langage entre les langues différentes. Et c'est ce qui nous permet de grandir grâce à nos différences. L'indifférence étant, comme je vous le dis de temps en temps, la mort. Être indifférent à quelqu'un, c'est comme si vous l'aviez tué. Vous savez, c'est cette personne que vous ne prenez pas sur le bord de la route et pourtant qui vous fait des grands signes. Et vous dites, tiens, il y aura quelqu'un derrière qui va pouvoir le prendre. Moi, aujourd'hui, je suis pressé. Ben oui. Et un jour, je vous raconterai 2-3 histoires qui permettent justement d'agrémenter un peu ça, où la chose que vous ne faites pas dans l'instant, vous pouvez laisser sur le bord de la route, même en revenant une demi-heure après, même 10 minutes après, quelqu'un tout simplement qui est mort. Voilà, donc là on est avec le vieux perse, je vous montrerai l'écriture après. Donc les Perses, on les appelle aussi les Farses en persan. Ils arrivent donc c'est vers 600 à peu près avant notre ère. Ils sont aussi donc de l'Iran. L'Iran va prendre ce nom sera officiel, le nom de Iran, par décret royal du 21 mars 1935. Donc le mot est relativement récent. Avant c'était la Perse. Leur tribu regroupe donc les Mra phryens, les Sagatiens, les Maspiens, les Dropiques, les Daïns, les Passagardes. Les rois se nomment Cambyse, Cyrus, Xerxès. Les Perses vénèrent le soleil, le feu, honorent le dieu Mitra. Ils sont excellents cavaliers, excellents, donc ne prononcent pas de mensonges. Ils vivent du produit de leur chasse, écoutent le récit donc des mages, les fameux rois mages. Donc là-bas, c'est le pays des mages. Le roi est bienfaiteur, le sujet est fidèle. Le roi ne sort qu'accompagné de son escorte et de son chasse-mouche. Il séjourne à Ecbatane, Babylone, Suse, Tassos, selon les périodes de leur conquête. Ils n'imposent pas forcément leur langue, mais ils intègrent. Donc ce sont vraiment les rois de la laïcité. Lorsqu'ils intègrent dans le royaume ou dans une satrapie, c'est-à-dire donc une espèce de région complète avec un gouverneur, ils vont demander 2 choses, le fait simplement de parler la langue du pays et de payer l'impôt du pays. Après, chacun peut pratiquer son rite et sa religion, dès lors que bien sûr elle n'est pas contraire aux bonnes mœurs, comme on dit. Donc les Perses vont être les premiers, par les femmes justement, à intégrer. C'est eux qui sont réellement à l'origine de la laïcité, sous le nom de laïkilonia, donc qui va donner le laïc. Le laïc, c'est le laos. Laos, c'est la foule, c'est-à-dire que dans la foule, tous les gens sont égaux au sens propre. Il n'y a pas le religieux et le non religieux. Donc, ils vont, sous Darius Ier, ils vont emprunter un modèle donc proche du cunéiforme, qui va être donc ces signes que l'on appelle monosyllabiques, donc où chaque consonne peut être associée à un signe ou un groupe de voyelles. Chaque phrase est séparée par un séparateur de mots, l'équivalent donc de notre virgule. Les inscriptions connues
sur des stèles royales comportent des indices précieux. Les textes sont écrits de droite à gauche, donc comme l'araméen, l'hébreu, l'arabe, plus tard le nabatéen, le phénicien, et même les écritures d'Extrême-Orient, à l'époque, donc, s'écrivaient de droite à gauche. Le sanskrit, à l'origine, s'écrivait de droite à gauche, et il a changé lorsqu'il y a eu ces grandes mutations indo-européennes. Le sanskrit s'écrit maintenant de gauche à droite. Donc certains comportent des mots en avesta et en sanskrit qui simplifient le déchiffrement. Il existe à Behistun donc une montagne couverte d'inscriptions en 3 langues, en vieux perse, en élamite, donc élam avec suse, et en acadien, encore en cunéiforme. C'est une espèce de civilisation qui a chacun sa pierre de rosette. Les écrits couvrent donc des périodes importantes de l'empire perse achéménide. Elle doit son nom donc à l'empereur Achéménès vers 700 avant notre ère. Puis il y a son fils, donc Tipspès, vers 675 environ, puis son fils Cyrus, donc Cyrus 640 environ, et Cambyse, donc vers 600 environ avant notre ère. Ensuite, on aura Cyrus II, qui bat Crésus, le roi de Lydie, vers 546 avant notre ère. Avec Darius, donc premier, vers 521, ce sera l'apogée de l'empire d'Égypte au Pendjab. C'est ahurissant donc de voir cette puissance et cette grandeur d'empire de l'Égypte jusqu'aux confins de l'Inde. Donc le Pendjab qui veut dire le grenier à blé donc en sanskrit. Le dernier empereur donc sera Darius III, qui sera battu par Alexandre le Grand à Arbelès, donc en 331, et qui fondera donc un empire de culture grecque en faisant à Suse donc des noces collectives avec des officiers grecs et les filles des satrapes, donc des empereurs, des responsables, des dignitaires, et en épousant lui-même 2 princesses, dont la fameuse Roxane. L'écriture du vieux perse fut quasiment utilisée par Darius. C'est la période de Daniel dans la Bible. On a quelques écrits de Daniel qui sont écrits en vieux perse, hein, c'est assez original à voir. On écrivait sur des tablettes en or, en argent, en pierre, en marbre ou sur des vases en argile. L'administration employait donc des cunéiformes araméens. Le vieux perse fut abandonné sous le règne de Artaxerxès, donc 3, vers 350 avant notre ère. La langue officielle en Iran actuellement est le farsi. Je vous montre donc à quoi ressemble un vieux perse. Voilà, donc vous voyez, vous avez ce cunéiforme qui est un petit peu particulier par rapport au cunéiforme que vous avez vu en ce qui concerne l'acadien et le sumérien. Donc il y en a d'autres des cunéiformes, je ne peux pas tous vous les montrer. Il y a l'ougaritique qui est aussi très très important. Et voilà, donc ça c'est le vieux perse. Donc eux aussi ont beaucoup d'argile, beaucoup de choses sur lesquelles ils peuvent travailler. Et surtout, ce sont de gros collecteurs et de gros collectionneurs. C'est important aussi pour cet empire-là. On va découvrir le pétrole, donc pétrole, la pierre à huile, hein, Petra. On va le découvrir en Perse antique. Vous voyez, toutes ces grandes fêtes de Persépolis, c'était aussi tous ces feux follets qui sortaient naturellement donc du sol et parfois même des sols marins. Alors c'est vrai que c'était très impressionnant de voir des gerbes de feu sortir des sols marins. Donc la Perse antique a rayonné comme c'est pas permis. Elle s'est occupée énormément d'un point de vue médical des animaux par des pointes d'acupuncture. Vous voyez donc toutes ces frises que vous voyez sur les animaux. Et quand l'Empire est tombé, qui a pris le relais? Donc ça sera la Chine. Et la Chine, donc tous ces points d'acupuncture sur l'animal, les Perses n'ayant pas eu le temps de travailler là-dessus, donc la Chine va travailler sur l'homme. Les Persans ont été un immense laboratoire
pour les Chinois en acupuncture. D'ailleurs, ils n'auraient pas fait grand-chose s'il n'y avait pas eu toute cette collecte du travail des Perses. C'est ça aussi la philologie, l'amour des langues, c'est de redonner, c'est le cas de le dire, aux Perses ce qui leur appartient et à César ce qui leur appartient, de façon à faire les ponts entre les langues. Et bien sûr, on redonnera aux Chinois, quand on va les étudier, aussi ce qui leur appartient, et Dieu sait s'il leur appartient énormément de choses. Mais c'est la beauté de tous ces peuples. Il n'y en a aucun qui aurait pu vivre sans l'autre à un moment donné, d'où l'intérêt de vivre en harmonie et grâce aux bonnes intelligences. À bientôt sur Métifta.